La protection du fleuve Niger est un problème majeur aujourd'hui. C'est pourquoi les techniciens se retrouvent au ministère de l'administration territoriale pour parler de la protection du fleuve Niger et des problèmes environnementaux. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, focus ce soir sur la première directrice nationale des eaux et forêts. Kanouté Fatmata Kone entend relever les défis même si elle est sur un terrain connu. Dans la chronique santé, nous allons parler de l'hémophilie, une maladie génétique et hémorragique. L'organisme ne parvient pas à coaguler correctement le sang. Le malade peut ressentir des gonflements et douleurs articulaires. Aussi, la maladie se manifeste par des saignements inexpliqués. Focus santé en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1, troisième jour de deuil décrété suite à l'attaque de Mondoro de cœur avec Nofama. En image, avec cette montée des couleurs au palais de Koulouba, ce matin, présidé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le drapeau a été mis en berne, comme vous le savez. Le président de la transition a décrété ce samedi 5 mars 2022 un deuil national de 3 jours suite à l'attaque dirigée contre les Fama à Mondoro. Montée des couleurs ce matin au palais de Koulouba. Je le disais dans les titres, le grand risque de notre siècle est de rester inactif face à la dégradation de notre environnement. Les techniciens se retrouvent au ministère en charge de l'administration territoriale. Au menu de la rencontre, la protection du fleuve Niger et les problèmes environnementaux. Le reportage est signé Alpha Maïga. Le fleuve Niger s'étend sur une longueur de 4200 km, dont 1700 au Mali. Aujourd'hui, cette source nourricière est beaucoup menacée. Dans le cadre de la préservation des risques environnementaux liés à la période hivernale que se tient cette rencontre interministérielle et pour la 3e fois. La première instruction la plus importante, c'est évidemment la question du dragage dans nos différents cours d'eau. C'est une question à la fois sécuritaire et sociale, une question qui préoccupe nos plus hautes autorités. Occasion pour le ministère en charge de l'environnement, de l'assainissement, de présenter une note relative aux problèmes environnementaux. Concernant les dragues, nous avons décidé que le budget mis en place permettra très rapidement au ministère de la Sécurité et aussi aux services techniques concernés de sévir très rapidement afin que cette opération puisse cesser sur l'ensemble des bassins du Mali. S'agissant des zones concernées par les risques d'inondation au niveau du district de Bamako, elles ont été identifiées. Au niveau de la commune 1, il y a le Mouloubalni qui fait environ plus de 7 km. Et au niveau aussi de la commune 6, il y a ce collecteur qui passe derrière le stade du 26 mars. Il y a aussi les autres collecteurs de la ville de Bamako que nous allons entretenir. Ainsi, au regard des constats des risques d'inondation et de conflits potentiels entre riverains et usagers du fleuve Niger, quelques propositions d'action ont été présentées dans la note technique aux différents ministres. Il s'agit d'une campagne de communication et de sensibilisation, la mise en œuvre du projet structurant d'aménagement urbain des berges du fleuve Niger, entre autres. Nous le savons, ce n'est pas encore la saison de pluie, mais gouverner, c'est prévoir. Et il est très important que ce que nous avons vécu malheureusement l'année dernière pendant la saison de pluie, que cela ne puisse pas se reproduire cette année. Ainsi, au terme des échanges, tous sont unanimes que nous devons nous convaincre des limites de la capacité du fleuve Niger, c'est-à-dire avoir une bonne attitude en évitant de faire du fleuve Niger un égout à ciel ouvert, parce que tout simplement, il y va de notre santé, voire la préservation de la biodiversité et bien entendu la qualité de l'eau. La Fédération des producteurs d'huile et d'aliments bétail du Mali a remis au ministre du Commerce et de l'Industrie un chèque de 20 millions de francs CFA, son soutien aux forces armées et de sécurité du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Le point avec Mamadou Fani.
L'élan de solidarité en faveur des femmes se poursuit et c'est la Fédération des producteurs d'huile et d'aliments bétail du Mali qui vient d'apporter son soutien aux forces armées et de sécurité du Mali en remettant au ministre de l'Industrie et du Commerce un chèque géant de 20 millions de francs CFA en guise de contribution. Le Mali, notre chère patrie, est de nos jours à la croisée des chemins et c'est l'occasion plus que jamais pour tous les patriotes de répondre à l'appel de cette mère nourricière. Ainsi, Monsieur le ministre, la Fédération nationale des producteurs d'huile et d'aliments de bétail du Mali, par cette modeste contribution de 20 millions francs CFA, est venue répondre à l'appel pour la refondation et la construction du nouveau Mali. La remise de ce chèque géant de 20 millions de la part de la Fédération des producteurs d'huile et d'aliments de bétail est un acte qui vient à point nommé. Nous pensons que c'est un acte de patriotisme qu'il faudrait soutenir auprès de tous les opérateurs économiques. Cette donation s'est tenue en marge de la réunion entre le département de l'industrie et du commerce et les producteurs de la filière viande, lait, huile et aliments bétail. Cette réunion d'abord a permis aux différents acteurs de la filière, que ce soit celle de la production de l'huile et de l'aliment bétail, mais aussi des éleveurs et de la filière bétail, de discuter, de s'entendre sur un certain nombre de contraintes liées à ce problème de mise à disposition de l'aliment bétail pour surtout les producteurs et les éleveurs vulnérables et aussi les éleveurs emboucheurs. Il faut anticiper pour voir comment est-ce qu'on peut trouver un prix consensuel abordable pour tous les acteurs. La présente réunion a permis aux différents partenaires de parvenir à un cadre consensuel pour permettre aux Maliens de passer un bon mois de Ramadan. Le Mali célèbre demain, 8 mars, la Journée internationale de la femme sous le thème « Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali ». La ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, dans son message, invite ses sœurs à plus d'engagement pour l'épanouissement de la femme dans un Mali stable. Wadjidé Founé Koulibaly salue les efforts des autorités de la transition et le combat des femmes. Des propos recueillis par Awama Kamara. À l'instar de la communauté internationale, notre pays, le Mali, célèbre demain 8 mars la Journée internationale de la femme, édition 2022. En 1857, le 8 mars a été instauré Journée mondiale de la femme suite à la révolte des ouvrières des usines de textile de Chicago. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies est « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Au plan national, nous avons retenu comme thème « Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il est la traduction de la volonté affichée des plus hautes autorités de notre pays d'opérer de profonds changements au plan politique, institutionnel, sécuritaire, économique, social et culturel afin de lui donner la place qui lui revient dans le concert des nations. Leur finalité est de repositionner notre pays sur une dynamique vertueuse à travers des institutions fortes et légitimes à même d'assurer la stabilité du pays. Ce thème met en exergue le rôle et la place de la femme dans ce processus. La refondation tant nécessaire a besoin de certaines valeurs ancrées dans notre société. Il ne s'agit pas seulement de résister, mais de redéfinir ce qui nous rassemble et vers quel futur nous voulons marcher pour le changement, et cela avec toutes les couches sociales, dont les femmes. Il devient impératif que tous les Maliens, femmes et hommes, jeunes et vieux, se donnent la main afin de s'engager pour la sauvegarde de la paix, de la sécurité et de l'émergence de toute la nation, conformément à l'axe 4 du plan d'action gouvernemental. Focus ce soir sur la première femme directrice nationale des eaux et forêts, inspecteur général et ingénieur des eaux et forêts. Kanouté Fatmata Kone prend les rênes de la structure avec engagement et entend relever les défis. La nouvelle directrice est bien sur un terrain connu au regard de son parcours professionnel. Portrait signé Tamsir Diabaté, Moulay Sidibé et Astan Satourou Diabaté. La gestion de la faune
et de la flore est désormais entre les mains d'une femme inspecteur général et ingénieure des eaux et forêts. Elle, c'est Kanouté Fatoumata Kone, sur laquelle les forêts comptent. Je suis animée par un sentiment de fierté. C'est aussi un défi, parce que je n'aimerais pas que ça s'arrête à moi. Il faut qu'il y ait d'autres femmes qui viennent après moi pour être aussi directrice nationale des eaux et forêts. Madame Kanouté est sur un terrain connu au regard de son parcours professionnel. Voilà qui dénote de sa détermination à relever les défis qui sont légion pour faire du domaine forestier un puissant levier du développement. Pour donc relever ces défis, la promptitude dans le travail est un aspect non négligeable pour elle. Chaque cadre qui vient doit s'inscrire dans ce cahier de présence. Ça commence par moi-même. L'ingénieur des eaux et forêts est sorti major de sa promotion de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou en 1993. Première nationale du concours d'entrée à la fonction publique en 2000. 22 ans après son entrée à la fonction publique, elle occupe un fauteuil qu'aucune femme n'a occupé jusqu'à ce lundi 28 février 2022 au Mali. Il n'y a pas question d'hommes et de femmes. Nous sommes là pour défendre les intérêts de ce pays. Nous sommes sortis de la même école, donc on se bat ensemble pour relever les défis qui se posent aujourd'hui à la gestion des ressources forestières et fauniques. L'une des priorités pour elle, c'est aussi comment concilier les activités ménagères et celles professionnelles. Mais tout semble déjà peaufiné dans son plan d'action qui se veut ambitieux pour inverser la tendance. Il faut aller à la gestion rationnelle des ressources forestières et fauniques. Qu'est-ce que les forêts sont capables de produire? Donc il faut voir toutes les questions liées à la mise en œuvre des plans d'aménagement. C'est une priorité pour les autorités, c'est une priorité pour les populations. Justement, son plan d'action pour impulser l'écosystème de la faune et de la flore est le fruit des expériences acquises lors des grandes rencontres internationales sur la gestion des ressources forestières et fauniques, mais également de son expérience de directrice générale de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, de conseillère technique au ministère en charge de l'environnement et de sa qualité de coordinatrice du programme de gestion décentralisée et des forêts et des formes. Bref, la présidente de l'Association des femmes forestières du Mali a à son actif une panoplie d'enquêtes menées et de projets réalisés sur l'environnement. Repos. Bonjour. 2 jours après sa prise de service, elle s'apprête à participer au conseil de cabinet de son département de tutelle. Il faut donc s'imprégner des instances. Madame la directrice va au conseil de cabinet en tant que cadre dévoué à la tâche. Partout où on se trouve, on doit se dire que notre pays a besoin de nous. Et le Malikoura ne peut pas aller sans les Maliens. Son ambition est surtout d'améliorer le potentiel des eaux et forêts à travers une maîtrise de contrôle forestier. C'est pourquoi le 8 mars est pour elle un moment de confirmation que la femme est tout simplement capable. Ce jour nous interpelle parce qu'on ne peut jamais se développer tant qu'on ne travaille pas. D'ailleurs, je n'ai jamais chômé un 8 mars. Inspecteur général Kanouté Fatoumata des eaux et forêts. Je voudrais souhaiter à Mme Kanouté la bienvenue. Merci beaucoup. À l'issue de sa première participation au conseil de cabinet, la première femme directrice nationale des eaux et forêts semble rassurée. J'ai compris que les plus hautes autorités accordent la priorité aux forêts. Et j'ai reçu aussi l'accompagnement de mes collègues qui sont dans la salle par rapport à ma nouvelle fonction.
Donc je suis très satisfaite. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement, à travers son ministre, attend beaucoup d'elle. Les eaux de forêt apportent à notre économie un montant quand même assez acceptable. Et je souhaiterais que ce montant, qui est là par des taxes et autres, là, puisse quand même être un montant substantiel, en augmentation, et malgré la situation, mais aussi faire en sorte que les collectivités territoriales qui vivent effectivement de cette activité de bois puissent comprendre que plus jamais leur vie ne doit être consacrée à couper le bois et à transformer. Et si chaque femme trouve en elle la force, l'énergie plus forte que l'autre, comme illustre Kanouté Fatoumata Kone, le quota sera une réalité. Elles sont épouses, mères et se caractérisent toutes les deux par leur courage. L'une travaille pour l'État et l'autre est entrepreneur. Leur point commun, la détermination à relever les défis. À l'occasion du 8 mars, Barakissa Ouattara et Toumani Diabaté croisent les portraits de ces deux femmes. Le travail que je fais maintenant, vraiment, j'en suis fière. Le simple fait de voir les patients sourire, qui arrivent à se déplacer sans l'aide de personne, ça me motive. Je suis née avec l'handicap. Je n'ai pas fait d'accident, rien. Donc je suis fière de travailler et que les gens me regardent. Si la première travaille à augmenter l'autonomie de mobilité des personnes en situation de handicap physique, la seconde est elle-même en situation de handicap et l'assume fièrement. Pourquoi j'ai refusé de porter des prothèses? Parce que je me sens bien comme ça. Moi, je peux couper un mouton sans que quelqu'un tienne le bout. Seul, je peux vous couper un mouton, seul. Une force innée en elle. Madame Diombélé confirme la pensée populaire selon laquelle, lorsque Dieu te prive d'une chose, il t'en donne une autre. Moi, je n'ai pas appris la cuisine, je n'ai pas appris la restauration. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un comment on fait ce plat. C'est venu comme ça. Peut-être c'est un don. Et le stylisme aussi. Quand je vois un tissu, je prends le dessin, je m'amuse à dessiner et je sors un modèle. Souvent, quand je n'arrive pas à dormir, je suis un peu fatiguée, je viens dans le salon, je dessine les modèles. Vous l'aurez compris, Mariam Sissako ne fait pas que de la restauration. Elle est aussi styliste créatrice. 16 ans en arrière, elle dispensait des cours d'anglais dans des universités publiques et privées. Puis, elle a été commerciale dans une société pétrolière de renom. Aujourd'hui, elle gère des cantines et fait le service traiteur. Tout comme Madame Diombélé, Traoré Djeneba Sembe est brave et persévérante. Elle se trouve être la seule femme au milieu de beaucoup d'hommes dans l'atelier du Centre national d'appareillage orthopédique. Ici, c'est un plaisir pour elle de concevoir et réaliser des prothèses et orthèses pour aider les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une prothèse fémorale. Le moule que j'aime, on appelle ça un positif. Pour arriver à ce stade, on prend le moule sur le patient, ça on appelle le négatif. Après ça, on a le plâtre en poudre qu'on mélange dans de l'eau. Et après ça, on coule dans le négatif, ça prend cette forme. C'est un travail très minutieux qui demande de la force et de la patience. Je suis la seule femme ici au centre. La collaboration, ça se passe très bien. Je m'entends avec tout le monde. On travaille dans le respect. Au tout début, il y a certaines zones qui ne voulaient pas que je fasse leur travail parce que je suis une femme. Voilà. Mais avec le temps, ils ont compris que la femme peut faire ce travail-là. Je me rappelle, il y a un moment même, un monsieur ne voulait pas que je fasse son travail parce que lui, il était un peu gêné à ma présence. Aujourd'hui, plus question de complexe. Quant à Madame Diombélé, elle continue de faire face à cette situation de gêne de la part de ses employés. J'ai compris qu'elles, dans leur mentalité, ne peuvent pas comprendre que celle-là, elle est comme ça et elle sait faire la cuisine. Donc j'ai ce problème, c'est un grand problème. Les domestiques n'arrivent pas à accepter que je les apprenne. Et elles sont étonnées. Très assidues et passionnées par ce qu'elles font, ces deux dames sont des cas d'école, des témoignages forts de la persévérance de la femme malienne.
Souvent, il y a des femmes qui disent que je suis confuse, je ne sais pas quoi préparer. Il y en a. Et je profite de l'occasion pour dire aux femmes qu'on peut faire 100 jours sans faire un déjeuner 2 fois. J'ai le secret. J'ai apparu une vieille dame. En venant, elle pleurait tout le temps. Tout le temps, elle pleurait. Et elle ne pensait même pas pouvoir marcher. Mais tout le temps, je l'encourageais. Au final, elle a pu marcher et elle m'a offert un pain. Voilà, c'est des souvenirs comme ça qui me font du bien. Voilà. Je dirais qu'il n'y a pas de saut métier, au fait. Le travail que je fais maintenant, vraiment, j'en suis fière. En conclusion, ces Amazones nous apprennent que la femme malienne sait se montrer émancipée, même lorsqu'elle est en situation de handicap. Tout à fait, Balakissa Ouattara, et bonne fête à toutes les femmes du Mali. Également dans ce 20h, en 3e région, la ministre de la Santé et du Développement social a visité les services régionaux relevant de son département pour faire le bilan 2021 des différentes structures et recenser les difficultés. Compte rendu, Moustapha Doumbia. C'est un cadre d'échange avec les cadres des services régionaux intervenant dans la santé et le développement social autour des acquis et des défis de la région. À l'entame des travaux, le directeur régional de la santé a fait une présentation du bilan 2021 des différentes structures. Une présentation qui fait ressortir plusieurs points de satisfaction en termes de vaccination, de consultation prénatale et de réduction de la prévalence de la malnutrition aiguë sévère. La ministre a toutefois noté quelques difficultés. Nous avons noté des problèmes, des difficultés partout, notamment concernant le plateau technique qui a besoin d'être renforcé. Concernant les ressources humaines, surtout qu'il y a un besoin de renforcement. Il y a le parc automobile, la logistique qui a besoin d'être renforcée. Donc c'est un peu les mêmes constats partout. Mais je voudrais rassurer tout le monde que les dispositions sont en train d'être prises dans un plan global pour la prise en charge de tous ces problèmes. La ministre a aussi insisté sur la recherche de solutions locales à d'autres difficultés évoquées. Au niveau de l'assurance maladie aussi, on a parlé de retard à certains niveaux du paiement des feuilles de soins. Je pense que là aussi, on a trouvé une solution. Donc les structures vont échanger pour alléger les procédures, pour diligenter le paiement des feuilles. Et on a évoqué aussi le cas des pensions, pour raccourcir les délais de liquidation des pensions pour que les retraités n'attendent pas 45 jours ou plus pour entrer en possession de la première pension. En prélude à la rencontre avec les cadres, la délégation ministérielle a visité les services régionaux relevant du département. À présent, le point Covid-19. Les services de santé ont enregistré ce lundi 7 mars 2022 0 décès, 7 patients guéris et 0 cas positifs sur 793 tests réalisés. 45 patients sont sous traitement. Ne baissons pas la garde. Protégez-vous et protégez les autres en suivant les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La protection des détenus de façon générale et le respect de leurs droits et obligations, ces informations sont contenues dans le manuel de formation en droits de l'homme. Ce document de 252 pages est le fruit du partenariat entre la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée de l'Institut danois des droits de l'homme. Batraoré pour les détails. Le personnel de la DNAPS, Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, doit être doté de connaissances approfondies en matière de droits de l'homme. Le manuel de formation en droits de l'homme élaboré en partenariat avec l'IDDH, Institut danois des droits de l'homme, est une réponse à ces soucis. Ce manuel conçu en 252 pages sur la base du cadre juridique national, régional et international des droits de l'homme retrace tous les droits et obligations des détenus depuis leur admission jusqu'à la sortie de la détention. Il prend en compte la protection des détenus de façon générale et ceux spécifiques, notamment les personnes âgées, les mineurs, les femmes et les détenus vivant avec un handicap. Au-delà de ces manuels, toujours dans le cadre du partenariat entre l'Institut danois des droits de l'homme et l'administration pénitentiaire
Il est également prévu d'imprimer ces manuels en plusieurs copies, d'élaborer un guide de poche, d'organiser la formation des formateurs pour les membres du groupe de travail. Ces manuels constituent certes une meilleure garantie de la protection des détenus, mais la DENAPES suggère la création d'une école nationale d'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, une idée que le garde des Sceaux approuve. Cette école va, j'en suis convaincu, contribuer au renforcement des capacités professionnelles et opérationnelles du personnel pénitentiaire. Je suis heureux de porter à votre connaissance que les textes relatifs à votre école sont inscrits dans le programme de travail gouvernemental au titre du deuxième semestre de cette année. En attendant, Mahamadou Kassogé demande une utilisation efficiente de ce manuel qui renforce la documentation de la DENAPES. Fin de la 6e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Après une semaine d'intenses activités sur la corruption, des recommandations ont été faites. Compte rendu Idrissa Koni. Placée sous le thème « Droits et défis des femmes face à la corruption », la 6e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption vient de connaître son épilogue. Au terme d'une semaine d'échanges et de sensibilisation, les participants ont formulé une batterie de recommandations dont les grandes lignes se déclinent ainsi. Prodiguer des conseils pour la prévention de la corruption, y compris en matière de marchés publics. Mise à contribution de la jeunesse et des femmes de par leur poids démographique comparé aux pays occidentaux dans la lutte contre la corruption. Renforcer les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs. Une sensibilisation des jeunes et des femmes sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption exige l'implication des jeunes, étant donné que l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse. Affaires mondiales Canada et l'École nationale d'administration publique du Québec, qui ont apporté leur soutien à cette 6e édition, se disent déjà comblés. Très satisfait, parce que, écoutez, avec notre partenaire, la communauté de pratique, les communautés de pratique, avec les autres organisations de la société civile, en somme, le plan de match qui avait été élaboré, le calendrier qui avait été élaboré a été respecté et accompli. Pour nous, c'est de rejoindre le maximum de filles, de femmes, de jeunes et de faire en sorte que ces gens-là non seulement soient sensibilisés, mais deviennent des acteurs de la lutte contre la corruption. La communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption CPLC transmettra la résolution issue de cette 6e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption aux plus hautes autorités du Mali. L'un des postes de distribution de EDMSA au niveau de l'ACI 2000 a connu une panne hier soir aux environs de 23 heures, plongeant ainsi toute la zone dans l'obscurité. Après investigation, il s'est avéré que l'un des câbles d'alimentation du poste privé de Radisson a été sectionné. On en sait plus avec Boubacar Bablintouri. Hier soir, aux environs de 23 heures, toute la zone ACI 2000 s'est vue plongée dans l'obscurité. Et pour cause, une panne a été détectée sur un poste de distribution de la société EDMSA. Informée, une équipe de EDMSA a été dépêchée sur place pour rechercher la dite panne. Après quelques postes sillonnés, c'est le poste privé de Radisson qui a connu une défaillance provoquée par une surtension au dire du chef du département en charge de l'exploitation rive gauche. Il y a eu un défaut sur un de nos départs urbains 15 kV et c'est un départ qui est purement souterrain. Donc, compte tenu de la sensibilité de nos ouvrages, nous avons été opportun de reporter la recherche des défauts au lendemain. Et c'est ce matin, l'équipe s'est présentée pour faire la recherche des défauts du poste de DCO au point où on a retrouvé le point de défaut. Le défaut, présentement, on a pu l'apercevoir dans une cellule. Il s'agit d'une extrémité qui est amorcée. Voilà, on est en train de prendre des dispositions pour la réparation et pour reprendre rapidement les services. Une heure a suffi pour l'équipe d'intervention d'établir la connexion en vue d'assurer la continuité du service dans la zone. L'Instant T est une émission de télé-réalité qui a fêté ses 5 ans. Cet anniversaire est l'occasion pour les membres de faire l'état des lieux des actions afin de mieux outiller les jeunes pour être les acteurs de demain. Reportage de Boubacar Kanouté. L'instant T, boire du thé et agir, ce concept de télé-réalité a 5 ans. 5 ans au service de la jeunesse, par la mise en œuvre d'actions consistant à accompagner les jeunes pour porter le changement au sein de leur communauté à travers des actes citoyens. L'objectif de l'instant T, c'est d'outiller
ces jeunes qui sont pour nous les futurs leaders de ce pays, c'est de les outiller au maximum pour qu'ils puissent faire face aux défis de la mondialisation. Les amener à avoir confiance en eux-mêmes et à savoir que l'acteur principal du changement de leur cadre de vie, c'est eux-mêmes d'abord et après les autres viendront. Donc au bout de ces 5 années d'existence de l'Instant T, qui je vous le rappelle est une émission de télé-réalité, mais aussi un programme de renforcement de capacité, donc aujourd'hui on peut dire qu'on est plus que satisfait. On a plus de presque 300 jeunes qui sont impliqués. Notre communauté s'agrandit de jour en jour. L'Instant T bénéficie de l'appui de l'ambassade d'Allemagne au Mali depuis le démarrage du projet. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour célébrer les 5 ans de l'initiative L'Instant T. Une initiative qui n'est pas seulement une émission de télé-réalité, mais surtout un moyen pour mettre en valeur l'engagement des jeunes pour leur communauté. Le Mali fait face à plusieurs défis aujourd'hui et nous sommes convaincus que les jeunes, qui représentent la majorité de la société malienne, ont un rôle prépondérant à jouer pour relever ces défis. Des projections vidéo retraçant les 5 ans de l'Instant T, un panel, des témoignages de différents acteurs et la visite des tableaux d'art ont meublé cette célébration des 5 ans de l'Instant T. Le ministère de la Culture, l'UNESCO et le Royaume d'Espagne fédèrent leurs efforts pour former une trentaine de jeunes artistes maliens dans le domaine de la calligraphie. Le processus s'inscrit dans le cadre du projet de sauvegarde et la promotion des manuscrits anciens du Mali. Fousséni Tounkara. Les artistes créateurs conviés pour cette formation masterclass autour de l'économie des manuscrits anciens du Mali sont issus de l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme, de l'Institut national des arts et du Conservatoire Bala-Faseke Kouyaté. En une semaine, ils seront coachés par les experts consultants de l'UNESCO. Ce serait essentiellement des formations pratiques. Mais nous allons commencer par une introduction générale sur l'historique des manuscrits, l'importance des manuscrits et les aspects liés à la valorisation des manuscrits. Et aussi, nous allons voir les liens entre l'art plastique et la calligraphie. Ce projet de formation qui est exécuté au Musée national est porté par le ministère en charge de la culture, le Royaume d'Espagne et l'UNESCO. Il s'inscrit dans le cadre du projet de sauvegarde de la promotion des manuscrits anciens du Mali. De cette activité est non seulement de favoriser la recherche scientifique autour des manuscrits anciens du Mali, mais c'est surtout de conduire des actions de promotion à travers des stratégies et approches axées sur l'économie de ce riche patrimoine documentaire au sein de la jeunesse et en particulier les artistes créateurs. Avant de lancer les travaux, le ministre de la Culture a rappelé que cette formation masterclass doit être observée avec la plus grande attention. Il fait allusion aux valeurs des manuscrits. Ces manuscrits constituent une source importante de savoir, d'émotion et d'inspiration, et une documentation unique sur l'histoire de l'Afrique. Ces manuscrits rendent compte de l'évolution de la pensée, des découvertes et des réalisations de la société humaine et constituent le legs transmis par le passé à la communauté mondiale. Au terme de la formation, les jeunes artistes créateurs doivent présenter chacun d'eux un tableau. Des réactions nous sont parvenues à la rédaction suite à l'attaque du camp des femmes de Mondoro, l'Association malienne des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, le Conseil national de la société civile du Mali, les ressortissants de la région de Douanza, la Conférence épiscopale du Mali, la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, le Conseil national des ordres professionnels du Mali, le MIRIA, l'ADP Maliba, le PMDS, l'UDD, le Mouvement patriotique panafricain, l'Union pour le Mali, la Convention pour le Mali, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, l'Association pour le développement de la commune de Aïré, le Mouvement Sentinelle du Mali, le Parti Sigikafoé d'Amouye, le Mouvement patriotique pour le développement, l'Association Gao Lamabouré, la Confédération malienne du travail, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, le Mouvement populaire pour la consolidation de la démocratie, l'Union des enseignants de la langue arabe et de la culture islamique au Mali, le groupe des patriotes solidaires pour le Mali,
condamnent avec fermeté l'attaque terroriste ayant visé le camp de Mondoro. Ils présentent leurs condoléances aux familles endeuillées, au peuple malien, aux autorités de la transition et apportent leur soutien aux FAMA dans la lutte contre le terrorisme et dans la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. L'hémophilie est une maladie génétique et hémorragique, je le disais dans les titres, hémorragique parce que l'organisme ne parvient pas à coaguler correctement le sang, ce qui provoque des saignements anormaux, internes et externes, et entraîne des conséquences énormes sur le malade telles que les hématomes, des gonflements et douleurs articulaires, des saignements inexpliqués entre autres. Même si cette maladie est incurable, un traitement peut aider le patient. Focus Santé, une réalisation de Barakissa Ouattara et Sidiki Balou. L'angoisse, la peur, le stress, voilà à quoi se résume le quotidien de Djenaba Koulibaly, mère d'un enfant hémophile. Une égratignure de l'enfant peut se transformer en quelques minutes en un bain de sang. L'injection qu'il vient de recevoir permettra d'atténuer le saignement. Depuis son enfance, on remarquait des hématomes après un choc et lorsqu'il se blessait, le sang coulait à flot. C'est ainsi qu'on nous a fait savoir l'existence de la maladie et indiqué l'hôpital du Mali. À chaque fois qu'on vient, ils lui font des injections. Le Mali compte à peu près 3500 hémophiles. Actuellement, ils sont 196 malades identifiés. Selon les spécialistes, l'hémophile hérite du gène de la maladie de ses parents. L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire. Une maladie, quand on dit héréditaire, c'est une maladie qui est transmise des parents à leurs descendants. Et ceux qui ont hérité de cette maladie ont des difficultés en cas de blessure à arrêter de saigner. C'est-à-dire que souvent, des saignements, les blessures ne sont pas importantes, mais c'est l'importance du saignement qui est plus remarquable et c'est ce qui va attirer l'attention de la famille et de l'entourage. Dans les cas de saignement, si rien n'est fait rapidement, la mort peut s'en suivre. Les lundis, jour de consultation des hémophiles à l'hôpital du Mali, les patients reçoivent leur dose de traitement. Daouda Malé, commerçant de son état, en est à 12 injections par mois. La forme sévère de la maladie a été diagnostiquée chez lui. Je me rappelle lors de mes dentitions, il est arrivé une fois où j'ai eu l'anémie. Donc, j'ai été hospitalisé à l'hôpital du Point-G pendant 2 semaines. Donc, souvent, je m'aventurais à faire du vélo, à faire du football. Et quand je le faisais, j'avais souvent des hématomes, c'est-à-dire le gonflement au niveau des genoux, qui, à l'époque, qui faisait tellement de douleurs que ce n'était pas possible. Et il y avait aussi l'absentisme à l'école, parce que quand les hémarthroses, ça commence, tu peux faire 2 semaines, 1 semaine sans aller à l'école. Le traitement de l'hémophilie consiste à administrer des injections qui sont un facteur de coagulation. C'est ce qui nous amène à parler un peu des traitements de la prophylaxie qui consiste à administrer des concentrés de facteurs de façon régulière pour maintenir le taux de facteurs à un certain niveau acceptable qui empêchera aux malades de saigner spontanément et surtout qui empêchera aussi aux malades, même s'ils sont blessés, de continuer à saigner à flot comme si ils étaient toujours sans facteur. Chez la femme, les saignements lors des premières menstruations exposent à un risque d'anémie. Chez la jeune fille, l'une des caractéristiques, c'est surtout des règles abondantes et très prolongées qui peuvent aller souvent à 1 semaine et même 2 semaines et voire même au-delà. Et souvent des jeunes filles qui ont commencé à avoir leurs règles, donc ce qu'on appelle les menstruations, et souvent elles peuvent être amenées chaque mois à être hospitalisées et à être transfusées. Et les femmes hémophiles en état de grossesse ne risquent rien si la prise en charge est bien faite. Elles peuvent accoucher par voie basse ou par césarienne. En période de grossesse, c'est que physiologiquement, c'est-à-dire que naturellement, la quantité de facteur 8 augmente. Et comme aussi dans certaines inflammations, la quantité de facteur 8 augmente. Mais cela ne va pas être suffisant pour pouvoir arrêter les saignements. Donc, mais si on sait qu'une femme qui est hémophile,
est enceinte, donc c'est une grossesse qui sera prise en charge de façon multidisciplinaire, c'est-à-dire qui va engager la conjugaison des efforts de plusieurs spécialistes. En matière de prise en charge de l'hémophilie, le Mali est aujourd'hui une référence dans la sous-région. L'hémophilie n'est pas une fatalité car le malade peut faire sa vie sans présenter des signes de la maladie. La Lituanie a montré la preuve avec des équipes de basket-ball constituées uniquement d'hémophiles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête à toutes les femmes du Mali. Bonne fin de soirée et que Dieu vous bénisse.